Alors, avec les, donc là, je voulais vous montrer une stratégie non directionnelle. C'est-à-dire que quand vous achetez un call, il faut que l'action monte. Quand vous achetez un put, il faut que l'action descende. Ben là, vous avez des stratégies. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un short strangle, qui vous démontre que ben, l'action, donc là, on est à 20 $, on est toujours avec notre belle action Bank of America. Et puis ben là, ben, ça descend, ça monte, etc. Nous, ce qu'on veut, c'est que pendant la durée du contrat, donc pendant les 6 mois, enfin, à la date d'expiration ici, nous, on veut que le prix du sous-jacent, donc Bank of America, soit compris entre 17 et 23. Pendant la durée du contrat, il peut monter à 25, il peut descendre à 12. Ce n'est pas notre problème. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'à la date d'échéance, le prix de Bank of America soit compris entre 17 et 23. Ça vous laisse vachement de flex. Là, vous n'avez pas besoin d'avoir raison. Si vous avez raison, c'est-à-dire que si vous avez, si vous dites, bah voilà, le cours va monter, mais en dessous les 33, ben, vous avez raison. Si le cours stagne, vous avez raison. Et puis, bah, si le cours baisse, mais pas trop, c'est-à-dire entre jusqu'à 17, vous avez aussi raison. Oui, mais on ne choisit pas le. Alors ça, c'est une stratégie qui est risquée parce que vous avez une vente de call. Donc, vous ne connaissez pas le prix de vente potentiel des actions que vous devrez racheter pour les livrer à l'acheteur du call. Okay, mais là, c'est simplement pour vous montrer une stratégie non directionnelle. C'est-à-dire que peu importe la variation du prix, ça peut être très bien. Ça pour vous avez des actions qui sont dans des ranges. Non, vente de call, vente de put. Oui, parce que là le but, le but, c'est de prendre un maximum de primes. Donc, vous allez prendre une prime avec la vente du call et vous allez prendre une prime avec la vente du put. Nous, ce qu'on veut, par contre, effectivement, c'est que l'action, elle ne dépasse pas les 23. Quoi. Mais ça arrive. Moi, j'ai fait un short strangle sur Merck. L'action, à la date d'échéance, c'était au-dessus du call vendu. Bon, bah, j'ai reçu 100 actions Merck en portefeuille. Bon, bah, aujourd'hui, bah, je suis content parce qu'en plus, elle a baissé. Donc, aujourd'hui, bah, je suis en vendeur à découvert et ça descend. Donc, je suis plutôt content. Donc, là, j'ai gagné sur l'action. Et puis, bah, je mets en place des stratégies de réparation derrière pour engranger des gains supplémentaires. Et puis, voilà. Et quand j'en aurai marre, bah, Ah, l'amplitude, vous la choisissez? Voilà, mais non, la prime n'est pas chère, justement. Moins vous avez de risques de devoir délivrer des actions ou de les racheter, moins la prime est chère. Oui, non? Non, 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 mais pas de problème, pas de problème, pas de problème. Là, vous vendez un put. Donc, vous avez l'obligation d'acheter les actions tous les 17 $. Vous vendez un put, excusez-moi, vous vendez un put. Oui, c'est ce que j'ai dit, non? Je ne sais plus. Oui, c'est ça, oui, pardon. Vous avez l'obligation d'acheter les actions à 17. Peu importe le prix, en dessous de 17. Vous vendez un call, donc là, vous recevez une deuxième prime. Donc, vous cumulez la vente de call et la vente de put. Et ben, la vente de call, ça sert simplement à encaisser une prime. Vous encaissez 2 primes. Vous encaissez à la baisse et à la hausse. Maintenant, effectivement, bah, il ne faut pas que l'action dépasse les 23 parce que ben, là, vous êtes obligé de vendre à 23 alors que vous ne connaissez pas le prix d'achat de vos actions. Si l'action vaut 25, vous devez l'acheter à 25 et de les donner à 23, vous perdez 200 $. Mais vous avez 200 actions, enfin, vous avez 100 actions pardon, en votre portefeuille, en vente à découvert, avec une ligne négative de 200 $. Alors, si après l'action redescend, c'est tout bénef. Mais ça, c'est des stratégies pas pour les débutants. Hein. Ça, je vous le montre que ça existe. Voilà, les actions en range. Vous avez parfois sur des graphes des actions qui ne bougent pas en range. Eh ben, vous vendez la résistance au support et puis voilà quoi. Ouais, voilà, ouais, tout à fait. Hein, puis bah, vous choisissez une semaine, 3 mois, 6 mois, 1 an. Alors bien sûr, plus vous allez vendre long terme, plus il y aura de risques pour vous. Donc plus vous allez vendre long terme, plus vous allez prendre des grosses primes. Des grosses primes, gros risques. Donc après, il faut faire faut jongler entre les deux. Est-ce que je prends une grosse prime? Est-ce que j'assure le petit jeune avec sa Golf GTI toute neuve qui risque de la mettre contre un platane? Ou est-ce que je vous assure vous à 300 $ en sachant que bon, je ne prends pas une grosse prime, par contre, il y a quand même très peu de chances que vous m'appeliez durant l'année. C'est toute une question de gestion du risque. C'est bon pour vous? Alors, l'avantage des options. Ben, vous avez des stratégies, comme on vient de voir, vous n'êtes pas directionnel. Peu importe le son sous-jacent, la vente de put, c'est pareil. Quand je vends un put, Bank of America est à 20 $, je vends un put, je ne sais pas moi, 15, une bêtise, 15. Okay, ça veut dire que
si le prix de l'action est en dessous de 15, je suis obligé d'acheter les actions à 15, même si elles valent 12. Donc là, je perds 300. OK? Donc maintenant, mon objectif, c'est que Bank of America ne descende jamais en dessous des 15. OK? Donc si Bank of America passe de 20 à 22, bah, je suis content, parce que ça ne descend pas à 15. Si Bank of America reste autour des 20 pendant 6 mois, parce que voilà, ça ne bouge pas, il n'y a rien, bah, je suis content parce que bah, je ne serai pas assigné. Et si Bank of America descend à 18, 17, 16, même 15, 0,1, bah, je suis content aussi parce que bah, je ne serai pas assigné. Donc, j'ai quand même une stratégie où, dans les 3 cas, dont un petit peu moins favorable, mais en gros, quand vous achetez une action, ça monte, vous gagnez, ça perd, vous perdez. Vous avez un troisième cas de figure, l'action stagne. Moi, je vous trouve sur TradingView des dizaines et des dizaines d'actions qui valent le même prix qu'il y a 10 ans. Donc, vous avez investi il y a 10 ans sur une action qui vaut aujourd'hui le même prix qu'il y a 10 ans. Si en plus, elle ne vous a pas versé de dividendes, vous avez fait 0. Donc, quand vous achetez une action aujourd'hui, vous n'avez raison que dans un cas sur 3, quand ça monte. Ça stagne, vous perdez, parce qu'à 10 ans, à l'inflation, etc., bah, vous avez perdu. Puis bah, si ça baisse, bah, vous perdez aussi. Avec les options, on arrive aujourd'hui à avoir des niveaux de probabilité de plus de 80% pour nous. C'est-à-dire qu'on sait au moment où on appuie sur le bouton que dans 80% des cas, voire plus, 85, voire 90, on va avoir raison. Alors les gens vont vous dire, ah oui, oui, mais le problème, c'est que les 80% du temps, vous avez raison, ne rapportent pas assez, ou les 20% du temps, vous avez tort. Alors souvent, ce genre d'argument est déblatéré par des personnes qui n'ont jamais fait d'option, qui ont entendu dire que machin, etc. et tout, mais n'ont absolument aucune notion du trading d'option. Bon, moi, j'y connais rien en opéra, je ne vais pas vous donner mon avis sur l'opéra, juste un petit aparté, mais voilà. Donc, si on vous dit, ah oui, mais on peut perdre beaucoup, oui, on peut perdre beaucoup. Moi, je connais des gens qui ont perdu des grosses sommes avec les options parce qu'elles ont fait n'importe quoi à n'importe quel moment. Surcharge du risque, surtrading, pas à la bonne période, etc. Puis bah là, effectivement, quand le marché baisse, bon, bah là, vous faites collecter et puis merci, au revoir. 80-85. Ouais, c'est énorme. Après, même effectivement, même si le pourcentage de gain perdant il est très faible et qu'on perd effectivement à chaque fois des sommes énormes. Après, moi, ça m'arrive de perdre de l'argent avec les options. Moi, ça m'arrive de perdre. Alors, moi, je partage mon portefeuille. Je partage mon portefeuille en direct sur Internet. Tous les 6 mois, je fais un bilan de mon portefeuille avec un track record. OK, pour être complètement transparent. Vous verrez que parfois, bah ouais, bah, j'ai pris des douilles, quoi. Ah, j'ai pris il y a 2 ans ou 3 ans, j'ai pris une douille sur RIOT. J'avais acheté un call pour 2000 $. En plus, super volatile. L'action est partie, mais à la baisse, mais de façon fulgurante. Le temps que j'achète mon contrat, il valait plus que 400 $. J'ai perdu 1600 $ sur un truc. Ça m'a bouffé mon mois d'échéance. C'est-à-dire qu'au lieu de gagner 2000 €, enfin 2000 $ que je devais gagner ce mois-ci, bah, j'en ai gagné que 400. Alors j'ai pris une douille, ok, mais bon, j'ai quand même fait, dans 2021, j'ai fait plus 30% à la fin de l'année. Donc on peut aussi perdre de l'argent avec les options, mais si vous maîtrisez votre risque, il n'y a pas de raison de cramer un compte. Oui. Oui. Non, parce que l'euro est baissier à terme. Non, pas avec l'euro, non, pas avec l'euro. Ah bah moi oui, c'est ma devise locale. Donc, mais tous les clients qu'on a aujourd'hui, qui rentrent, qui ouvrent un compte, on les fait basculer d'euros à dollars. Voilà. Qu'est-ce que vous disiez, qu'est-ce qu'il y a de l'information spécifique option? Est-ce qu'il y a des sites, il y a zoneboursinvesting.com, etc. Est-ce que c'est le même style de... Il n'y a pas, en francophone, malheureusement, il n'y a pas beaucoup de contenu au niveau des options. Je ne dirais pas qu'on est les seuls, mais presque. Il y a quelques chaînes qui font un peu qui essayent de faire de la vulgarisation d'options. Alors moi, pourquoi j'ai monté cette chaîne-là et le blog? Bah, simplement parce que c'était en 2017, donc j'avais déjà 5-6 ans d'options dans les pattes. Et quand je regardais les chaînes YouTube et ce qu'il y avait sur Internet, je ne comprenais pas. J'avais 5 ans d'expérience et je ne comprenais pas ce que le gars m'expliquait. Donc je me suis dit, mais comment on va faire? Alors, nous, faisant des options depuis pas mal d'années, on se dit, c'est quand même un super système. Il faut qu'on transmette le message un peu aux gens. Donc, on a décidé de faire une chaîne où on a vulgarisé au maximum pour rendre la façon le plus compréhensive possible.
le trading d'options. Mais moi, il y a des chaînes, honnêtement, je les regarde. C'est sûr, c'est des beaux calculs, c'est des machins, des formules mathématiques, mais ça ne me dit pas ce que je dois appuyer, ou ce que je dois choisir, ou ce que je dois faire, etc. quoi. On a des sites, on a des sites, on travaille beaucoup avec Finviz, on en parle. Si vous regardez nos vidéos d'analyse hebdomadaire, on vous montre ça hein, gratuitement, hein, on vous montre comment, on ne vous donne pas toutes les ficelles, bien sûr, mais déjà au moins on vous montre les sites qu'on utilise. Donc il y a Finviz, il y a Investing, Bar Charts, Stock Charts, etc. Donc déjà avec ça, avec ces 3 sites-là, Finviz, ouais, c'est un super site, gratuit, c'est un truc de fou. F-I-N-V-I-Z. Il y a peut-être 2 Z, je ne sais pas. Regardez. Ouais, Finviz. F-I-N-V-I-Z. Ouais, je crois qu'il n'y a qu'un seul Z. .com, enfin, .com, pardon. Et là, vous avez une source d'information. Moi, je me sers quasiment que de ce site-là, 95%. Vous avez une source d'information qui est énorme et gratuite. Oui. Oui, vous pouvez screener dans tous les coins, cocher, décocher, machin, vous pouvez faire ce que vous voulez. Non, franchement, en plus gratuit, quoi, gratuit. Moi, je trouve Finviz tellement pratique, tellement simple, que je ne me prends pas la tête à aller voir ailleurs, quoi. Enfin, voilà, j'ai mes habitudes, et puis voilà. Hein. OK. En plus, je crois que c'est payant, c'est gratuit. Alors, petite question, pourquoi les traders professionnels utilisent des options? Parce qu'ils ont compris le système déjà. Déjà, effectivement, pour se couvrir, mais aussi pour multiplier les stratégies. Ça veut dire que dans n'importe quelle typologie de marché, ils peuvent passer des contrats et encaisser des gains. Non, mais tous ces professionnels, ça veut dire les gérants des SICA. Ça veut dire les hedge funds, ça veut dire les gens qui gèrent des fonds, etc. Les gars utilisent des options. Ouais. Non, mais c'est structurel. Je vais faire une vidéo avec un hedge fund où le gars va expliquer pourquoi un hedge fund ne peut pas battre l'indice. Ou de façon, il y en a, hein, vous allez sur un hedge fund, c'est vous amenez de l'argent à un fonds et il gère votre argent à votre place. Ça dépend. Alors, il y a des hedge funds qui font 120, 130% du S&P 500. Il y a des très très belles performances, mais en règle générale, effectivement, les hedge funds font moins, mais c'est structurel. Ils ont des obligations, ils peuvent pas faire ce qu'ils veulent. Vous êtes indépendant dans votre coin, vous faites ce que vous voulez, vous pouvez prendre un peu plus de risques. Eux, les gars, ils sont checkés à la ceinture, ils ne peuvent pas faire n'importe quoi. Donc, alors on vous dit, ah oui, mais bon, alors si toi tu fais 20% et puis que le hedge fund il fait 10%, pourquoi tu ne bosses pas dans un hedge fund? Parce que le trading n'est pas du tout le même. Enfin, moi, le portefeuille de la bourse en Suisse, c'est 80 000 $. On ne gère pas 80 000 $ comme on gère 500 millions de dollars. José, qui a un portefeuille plus important que le mien, puisqu'on partage tous nos trades en direct sur le Discord, ses prises de position n'ont rien à voir avec les miennes. Parce que son portefeuille n'est pas le même. Son aversion au risque n'est pas le même et son objectif n'est pas le même. Donc, effectivement, on ne peut pas avoir la même performance. Il faut comparer la performance à objectif identique, portefeuille identique, et prise de risque identique, sinon ça ne veut rien dire. Voilà. Donc quand on vous dit, ah bah oui, mais les hedge funds, si tu fais plus, pourquoi tu ne bosses pas pour eux, machin, c'est une méconnaissance, excusez-moi, ça m'énerve parce qu'à chaque fois, c'est le genre d'argument que j'ai, c'est d'une débilité sans nom. Ça n'a aucun sens. On partage tous nos trades en direct. Alors, il y a un abonnement ou alors, pour ceux qui prennent la formation, il y a un abonnement à vie. Donc, une fois que vous avez intégré la formation, vous avez accès au Discord et au coaching à vie. Donc voilà. Sans la formation, il y a un abonnement, ouais. Voilà. Et honnêtement, je n'ai pas les prix en tête. Il est quelle heure? 15h24. Donc, ça fait déjà 1h30 qu'on est là. Est-ce que vous voulez avancer un petit peu ou on se fait une petite pause de 5 minutes? Une petite question. Allez-y. Les CFD, c'est les Contracts for Difference, c'est des produits brokers également. Et le problème, c'est que là, vous payez des intérêts, etc., overnight, machin. Le CFD, j'en fais pas. Je ne traite pas du tout le marché européen, ni le CAC 40, ni le DAX. Je ne fais que le marché américain. Donc, je suis incompétent sur le marché européen. Le marché américain, c'est-à-dire les indices, vous faites les indices américains. Indices américains, actions américaines.
matières premières, genre SLV, AGQ, Cooper, etc. DAX, c'est uniquement DAX, c'est l'indice allemand. C'est comme le CAC 40, mais allemand. Donc voilà quoi. Moi, je ne traite pas du tout. Alors le DAX, souvent sur les indices, les gens font beaucoup de scalping. Des trading scalping. En futur, ouais. Et pourquoi le scalping? Pourquoi on vous incite à faire du scalping sur les indices? Quand vous passez 15-20 heures dans la journée, vous payez beaucoup plus de frais que quand vous passez un contrat d'option tous les 3 mois. Moi, je vais pas être, comment on dit, j'ai pas le mot en français, excusez-moi, je vais pas être, je l'ai pas non plus. Pas légitime, mais je vais pas, j'ai plus le mot, excusez-moi. Non, de bonne foi de vous dire que les options, c'est ce qu'il y a de mieux. C'est ce que je fais, c'est ce que je vends, donc j'ai pas. Il y a un gros avantage aussi, je crois, c'est que vous ne passez pas votre temps derrière un écran. Parce que non. le scalping, il faut être vraiment très. Moi, j'en ai fait du scalping pendant 6 mois. Ouais. J'ai laissé tomber. Hein. C'était l'enfer. Je passais 4 heures par jour. Au bout de 6 mois, nerveusement, c'était l'enfer. En plus, moi, habitant Phoenix, j'ai entre 2 et 3 heures de décalage avec la bourse de New York. Donc, ça veut dire qu'il y a des fois, pour moi, l'hiver, c'était 5 heures du matin, l'ouverture, enfin 5h30 l'ouverture, plus tout le boulot un petit peu avant. Je me levais à 4h30 pour faire mes devoirs, mes machins. Au bout de 4 mois. C'est pas Chicago, c'est New York? Non, mais la bourse, c'est New York. La bourse d'options, c'est Chicago. Mais l'heure d'ouverture du marché, c'est New York. Les futurs, je crois que ça se code différemment. Honnêtement, je connais mais rien au futur. Je connais rien. J'en fais pas du tout, donc je suis incapable de vous répondre là-dessus. Ok. Et au niveau des frais, sur l'option, c'est beaucoup moins. L'année dernière, j'ai dû passer, alors de mémoire, il faut aller voir sur ma chaîne YouTube là, sur le dernier bilan que j'ai fait 2021. Pardon? Moi, c'est Michael Roussel. Alors, je vais vous donner ma carte. Je ne vous ai pas donné de carte. Franchement. On va déjà commencer par ça. Hop, ça c'est ma petite carte, voilà, avec le site internet, la chaîne YouTube, le compte Insta, etc. Mais bon, honnêtement, j'ai du mal. Je suis pas un jeune influenceur, donc j'ai du mal à poster sur. Mais on poste principalement sur YouTube. Vous avez aujourd'hui plus de 50 vidéos gratuites de formation aux options sur YouTube. Toutes les semaines, on vous fait, alors dans la mesure du possible, on vous fait une analyse du marché américain. Et puis voilà quoi. Okay. Alors, caractéristiques générales des options. Ah oui, les frais, pardon, les frais. Alors les frais, ça dépend. C'est en fonction du marché, c'est en fonction du market maker. Aujourd'hui, quand je vends, si je vends un contrat avec mon analyse de risque, avec ma maîtrise du risque, etc. Parce qu'il est clair que vous ne prenez pas les mêmes positions avec un portefeuille à 80 000 qu'avec un portefeuille à 500 000. D'accord? Moi, aujourd'hui, avec 80 000, quand je prends une position, ça me coûte entre. Alors, parfois, le broker me paye. Alors, attention, on parle de 2, 3, 5 centimes. Hein, c'est pas non plus, c'est pas extraordinaire. Mais sinon, ça me coûte entre. Ça peut me coûter entre 0,20 et 0,80, parfois $1, parfois $2. Si vous prenez des ETF genre URA, USO, des choses comme ça, c'est extrêmement cher. Là, c'est 3, 4, 5 $ le contrat, c'est extrêmement cher. Mais sur une action classique, sur Bank of America, demain, si je vends un put suivant mes prérogatives, ça va me coûter 80 cents. Ça ne coûte rien. Et au niveau broker, les top 3 pour les options, Interactive Brokers. Alors, bonne nouvelle, Self-Invest rentre donc Interactive Brokers pour faire les options. Donc, vous pourrez avoir un compte chez Self-Invest, et vous pourrez trader les options sur Interactive Brokers. C'est le numéro 1 mondial, ils sont là depuis 77, je crois. Ils ont passé 84, ils ont passé la bulle.com, et ils ont passé. Et nous, c'est transparent, on est client Self-Invest et eux, ils voient avec Interactive Brokers. Ouais, ils ont acheté le droit d'utiliser la plateforme et pour les options, vous aurez ce qu'on appelle accès à la TWS, Trader Workstation. Et, alors, qui est honnêtement une usine à gaz de première. Quand vous l'ouvrez pour la première fois, il y en a partout, c'est compliqué. On a, nous, dans notre formation, développé un module où on explique comment paramétrer la plateforme avec ce que nous, on a besoin pour faire des options. Il y a des tas d'indicateurs, on n'en a pas besoin, c'est pas la peine de les avoir. Donc là, on a créé donc
C'est José qui s'est occupé de ça. Et donc là, on a plein de vidéos qui vous expliquent ce que vous devez cocher, pas cocher, mettre, pas mettre, etc., etc. TWS en version simplifiée, on peut dire. Enfin, en version aménagée, ouais. Ouais, aménagée pour nous, ouais. TWS. Ouais, TWS, ouais. C'est pas autre chose. Non. Moi, ça fait 12 ans que je suis chez IB, donc. Et sinon, on peut utiliser aussi- Sinon, vous pouvez ouvrir un compte avec Self-Invest, et puis vous aurez accès à la TWS. Et c'est un compte CPO, alors, Après, là, il faut voir. Oui, normalement, oui, je pense un compte titre, mais après, là, toutes les conditions, etc., avec le broker, vous voyez ça avec eux. Moi, Trader Workstation, c'est la plateforme de trading d'Interactive Brokers, qu'ils ont d'ailleurs vendu en marque blanche à Lynx, à ProRealTime, etc., etc. Interactive Broker, donc c'est un broker américain. Ouais, ouais, PRT aussi, ouais. Mais... Donc voilà. Donc les intervenants du marché. Hop. Alors, un contrat d'option, vous avez compris que c'était un contrat entre un acheteur et un vendeur. OK? Bien sûr, il faut quelqu'un au milieu pour faire rencontrer l'acheteur avec le vendeur. C'est ce qu'on appelle le market maker. Le market maker n'est pas là pour jouer contre vous. Lui, il est là pour fluidifier le marché. Si vous êtes vendeur, il va vous trouver un acheteur et inversement. Son rôle n'est pas d'être baissier quand vous êtes haussier et inversement. Lui, son rôle, c'est simplement d'amener de la liquidité. Il facilite les transactions. Oui, bah bien sûr, bah oui, à ce niveau-là, c'est contrôlé. Ouais, y a pas de... hein, et donc, bah, il se rémunère sur le spread, comme tous les market makers. Il n'y a pas de risque. Ah bah si, il a toujours un risque, le market maker, mais lui, son rôle, c'est de trouver la bonne contrepartie en maîtrisant son risque. Market maker, c'est compliqué, ouais, c'est pas simple. Hein. Ouais, non, c'est compliqué. Hein. Bon, après, aujourd'hui, beaucoup est informatisé, mais un vrai market maker, non, c'est faut être bon en maths. Hein. Alors, que fait le market maker? Donc, il facilite les transactions. Donc, son rôle n'est pas d'être contre vous, comme je viens de vous le dire, ok? Et son rôle est de mettre en relation les acheteurs et les vendeurs. Pour ce faire, il modifie le prix des options à la hausse ou à la baisse. Donc, il crée le spread. S'il vous vend un contrat pour $1,20 puis qu'il l'achète à 1,18, il gagne $2, quoi. Voilà. Et ça multiplié sur le nombre de positions toute la journée. Donc, c'est son moyen de rémunération. Mais il doit aussi se couvrir. Parce que parfois, il n'y a pas de contrat d'ouvert sur le marché. Vous voulez vendre un put 15 Bank of America. Le contrat n'existe pas. OK? Le market maker va vous en créer. Hein. C'est-à-dire que si vous êtes sur la plateforme et que vous cliquez, le market maker va vous créer un contrat. Donc lui, mais il n'y a personne derrière. Donc c'est lui qui va se couvrir à ce moment-là. Voilà. OK? Voilà, donc ça, c'est ce qu'on vient de voir. Hein. Ce n'est pas une offre caritative, hein, comme beaucoup dans la finance. Les gars ne sont pas philanthropes. Donc, il fixe un prix d'option, donc le ask et le bid, pardon. Et la différence, c'est sa rémunération, tout simplement. Donc là, bien sûr, quand vous avez une option, à un prix entre le bid et le ask de 2 cents, là, il y a beaucoup de contrats, beaucoup de liquidités. Okay. Maintenant, si vous avez, demain, vous ouvrez une chaîne d'options, vous regardez un strike qui vous intéresse, une échéance qui vous intéresse, et que vous avez un spread de folie, genre le truc 30, 40, 50 centimes, bon, là, ça veut dire qu'il n'y a pas de contrepartie. Donc, le jour où vous voudrez sortir, imaginons, voilà, vous achetez à 0,62, puis vous êtes trompé de sens. Vous avez voulu acheter, mais vous avez vendu, etc. Machin. Ah bon, il faut que je fasse l'opération inverse. Vous avez acheté à 62 cents, puis le gars va vous racheter à 28, quoi. Même dans l'espace de 3 secondes. Là, vous prenez votre perte et puis merci, au revoir. Donc évitez d'avoir des spreads importants. Alors, on a aussi des spreads relativement importants quand on a beaucoup de volatilité. Quand il y a beaucoup de risques sur le marché, quand c'est hyper volatile. Moi, je me rappelle en 2020, même sur le S&P 500 qui est super liquide, il y avait des spreads de folie, quoi. Parce qu'il y avait un gros risque. Et le market maker se rémunère sur le risque. Donc, alors, le cours acheteur et le cours vendeur sont en fonction, bien sûr, de l'offre et de la demande, comme en général sur le marché. OK ? Si un grand nombre de personnes sont prêtes à acheter et à vendre des options, la concurrence augmente entre les market makers, ce qui fait que ça réduit le prix des spreads. Okay. S'il n'y a personne, là, il y a un market maker qui va peut-être prendre le contrat et à mes conditions. Donc, voilà. Okay. Donc, un volume important de transactions se traduit par des faibles écarts. Vous avez exactement la même chose avec les actions. Si vous avez une action qui est super liquide, je ne sais pas, je prends Apple ou ce genre de choses, vous avez peut-être, entre le cours vendeur et le cours acheteur, il y a peut-être, je ne sais pas moi, 10, 15, 20 cents peut-être, je ne connais pas les prix,
Et puis sur une action où il n'y a pas beaucoup de volume, peut-être que la différence entre le cours vendeur et le cours acheteur peut être plus importante. Donc c'est exactement pareil pour les options. Okay. Alors bien sûr, privilégiez les faibles bid-ask spread, parce que si vous devez sortir rapidement de la position, il faut plutôt limiter la perte que vous aurez. Donc voilà, donc une option à un cours acheteur de 1 $ et un cours de 1,50, si vous voulez sortir, vous aurez une perte immédiate de 50 cents. OK? Voilà. Est-ce que ça va pour l'instant? C'est bon? Ça fait beaucoup d'informations. Hein. Je sais que ça fait beaucoup d'informations, mais avec les options, malheureusement, je me répète, il y a un petit ticket technique à appréhender. Il faut juste du temps, c'est pas compliqué. Il faut juste revoir, etc., se former, et ça passe tout seul. Mais il faut pratiquer. Déjà, il faut se former. Voilà, il faut se former et après pratiquer. Parce que si on pratique sans se former, c'est la gamelle. Puis si vous formez et que vous ne pratiquez pas, ça ne sert à rien de payer une formation. Vous avez un compte démo chez la TWS, vous pouvez l'avoir en compte démo. Vous pouvez commencer à faire vos stratégies en compte démo, ce n'est pas un problème. Voilà, on vous donne $1 million pour commencer. Ils sont généreux chez Interactive Brokers. OK. Alors, il y a effectivement, alors je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait toujours une contrepartie. Non, effectivement, il y a certains cas particuliers où vous ne pourrez pas sortir de votre position, notamment si ce qu'on appelle le prix est hors de la monnaie, mais deep hors de la monnaie, c'est-à-dire que le contrat ne vaut plus rien et que personne va vous payer pour un risque inexistant. Voilà, il n'y a pas de risque et tout, personne ne va vous payer pour ça. Donc là, ça peut arriver quand vous arrivez, par exemple, vous avez vendu un put 15 $. Par exemple, l'action est montée à 30 $. OK, donc le risque qu'elle passe de 30 à 15 est quand même super minime. Donc vous avez vendu un contrat pour 120 $. Personne ne va vous racheter un contrat en espérant que l'action passe de 30 à 15. Donc là, il n'y a personne en face. Et puis bon, c'est tout, vous attendez l'expiration, vous prenez 100% de votre prime et puis vous recommencez après et puis vous avez gagné 100% de votre prime. Voilà. Donc, si l'action a été sous-jacente, a été interrompue, ça arrive parfois. Il y a une annonce de résultat ou un truc comme ça. Enfin, il y a, je ne sais plus comment on appelle ça aussi. Il y a un gros décalage, etc. Il bloque pendant une demi-heure, 20 minutes, etc. Là, pendant ce temps-là, l'option elle est bloquée aussi. OK, donc là, vous ne pouvez rien faire. Okay. Et puis, donc deuxième facteur, donc la volatilité, c'est ce qu'on parlait tout à l'heure. Effectivement, ça influence les market makers sur la fixation du prix, puisque plus il y a de volatilité, plus il y a de risque. Et plus il y a de risque, plus les market makers vont faire payer le risque. Tout simplement. Okay, donc marché peu volatile, prime pas cher en général, en gros. Hein. Et marché très volatile, prime très cher, alors aussi bien à la vente qu'à l'achat. Donc quand vous avez beaucoup de volatilité, ça peut être sympa de vendre des options. On parlait du VIX. Oui. Alors je crois que 80% du temps, le VIX c'est compris entre 15 et 18, je crois, de mémoire. Un VIX entre 20 et 30, c'est un marché qui commence à gesticuler un petit peu. Puis quand vous passez sur des marchés hyper baissiers, vous avez des VIX à 40, 45, 50, voire 80, comme on a eu pendant la crise des subprimes et là pendant le Covid. Là, vous avez des VIX à 80, c'est l'enfer. Donc là, si vous avez mal pris vos positions, si vous avez vendu des puts, etc., dans pas des bonnes conditions, etc. Non, c'est que du bonheur. Alors, c'est que du bonheur pour les trading d'options. Moi, je vais être très franc avec vous. Depuis le mois d'octobre, j'ai vendu un put. Le marché n'est pas avec moi. Il n'y a pas de volatilité, il n'y a pas de risque, il n'y a pas de prime. Donc aujourd'hui, je vais prendre le risque de vendre des contrats pour une prime. Alors après, il y a d'autres stratégies. Là, je vous parle de vente de put. On fait des crédits spread, on fait des choses comme ça, des covered call. Enfin, il y a d'autres stratégies. Mais justement, c'est ça aussi l'avantage des options, c'est que même avec un VIX bas comme là depuis 5 mois, il ne se passe rien. Enfin, ça monte une fois à 15, 18, hop, le lendemain, ça redescend à 13. C'est justement, pour nous, c'est l'enfer, on ne fait rien. Je dis, j'ai vendu un put en 5 mois. C'est 99% de mon business, donc c'est compliqué. Ça peut être une solution, effectivement. Le marché n'est pas cher, donc les primes ne sont pas chères. Alors, pas tout, mais non, si vous enlevez les 7 valeurs qui composent ce qu'on appelle les 7 Magnificent, ouais, voilà, là, les Magnificent Sevens,
Si vous retirez ça, le S&P 500, je crois qu'il est en baisse de 5%. Hein. Aujourd'hui, c'est 7 valeurs. Même, je crois que la semaine dernière, où il y a 15 jours, c'est que Nvidia qui avait tiré le marché parce que les autres étaient en correction. Ouais, bah oui. Les records sont faits pour être battus. Les indices, en fait, comme c'est un pool et qu'on enlève toujours les moins bonnes valeurs, bah, ça monte toujours. Sauf le jour où il y a un problème de marché. Sauf le jour où il y a un subprime, sauf le jour où il y a un Covid, sauf le jour où il y a... Ouais. On est bien d'accord. C'est là toute la subtilité du trading d'options. Alors là, je vous montre une chaîne d'options. Donc là, c'est une chaîne d'options d'Interactive Brokers. Donc c'est la chaîne que vous aurez si vous tradez avec Self-Invest les options. Donc là, c'est pour vous montrer que la volatilité influe sur le prix fixé par les market makers. Donc là, on est le 9 mars 2020. Gros du marché, là, quand même. Là, ça se coud. Le VIX était à 56,50. On n'est pas au plus haut. On est monté à 85 ou 89. Ça veut dire qu'à 50, là, il y a encore du bout. Quoi, hein. Ça peut encore. On se dit, bon, là, j'ai un VIX à 56. Le marché, c'est bon. Là, on est au point bas. Demain, ça remonte. Ouais, non, on est monté à 86 ou 89. Non, 2009, mars 2009. 90, ouais, on a tapé un plus haut avec mars 2009 sur la crise des subprimes. Donc, non, l'enfer. Et un mois de mars aussi. Bon, voilà. Donc là, ce qu'on voit, c'est que donc là, j'ai des primes. Alors là, vous voyez, j'ai des spreads 1,79, 2,56. Là, vous vous trompez de sens quand vous cliquez sur le bouton, vous voulez sortir, c'est 80 balles de perdu, quoi. Voilà. Moi, c'est le moment que je préfère. Moi, je sors par gros temps. Nous, on sort que par gros temps. C'est pour ça qu'en ce moment, on ne fait rien. Le temps est calme, il n'y a pas de vent. La mer est plate, il n'y a pas d'air. On ne fait pas de bateau à voile. Bon, on ne fait pas de bateau à voile non plus quand il y a des grosses tournades, on est bien d'accord, mais pour faire du bateau à voile, il faut du vent. Voilà, nous, on attend le vent. En ce moment, on attend le vent. On est sur le bord de la plage et puis on attend. Il ne se passe rien. Donc, voilà, c'est comme ça. Ouais, donc là, on a quand même. Et si vous prenez ici, donc là, on est sur 256 jours, 284 jours. Vous voyez que ici, à 155, j'ai 1,79, 2,56. Et à 155, donc un mois plus tard, je suis à 1,64, 3,70. Le spread, il est encore plus large. Ah oui, il y a plus de temps, donc il y a plus de risques. Donc le spread est plus large. Alors, caractéristiques générales des options. Alors, je suis désolé, je reviens dessus, mais il faut que ça rentre. Donc il faut répéter les contrats d'options. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que j'ai le droit? Est-ce que j'ai l'obligation, etc. Donc oui, on fait de la répétition, mais c'est indispensable. Donc un contrat d'option est une option, un contrat d'option est un contrat entre un acheteur et un vendeur pour acheter un call ou pour vendre un put, un actif sous-jacent à un cours précis et une date connue à l'avance, la fameuse date d'échéance. OK? L'acheteur paye une prime, ça on l'a vu, et le vendeur reçoit une prime. Donc vous êtes acheteur ou vendeur d'options? Vendeur d'options, c'est bien, ça rentre. Alors, les contrats d'options existent sur les actions, les matières premières, les futurs, les indices, etc., etc., etc. Alors, le vocabulaire, parce que bon, là, on ne parle pas simplement d'acheter ou de vendre, mais il y a un vocabulaire spécifique aux options. Donc, le sous-jacent, c'est le support sur lequel va être mis le contrat d'option. Ça peut être Bank of America, ça peut être l'argent, une commodité, ça peut être un indice, etc. Mais c'est ce qu'on appelle le sous-jacent. Le prix d'exercice ou le strike, c'est le prix où s'achètera dans le cas d'un call, ou se vendra dans le cas d'un put, le sous-jacent. La prime, c'est ce que vous recevez en tant que vendeur et c'est ce que vous payez en tant qu'acheteur. La date d'échéance, c'est votre comme contrat d'assurance. Vous avez un contrat d'assurance voiture qui va du 1er janvier au 31 décembre. Le 31 décembre à minuit, votre contrat n'existe plus, il est caduc et après, il faut recommencer sur notre contrat. La date d'échéance, la date d'expiration, c'est exactement la même chose. Une fois que la date d'expiration est passée, vous n'avez plus d'obligation envers l'acheteur. Le contrat n'existe plus. Vous avez un contrat d'assurance voiture jusqu'au 31 décembre à minuit. Vous rentrez de fête du jour de l'an, à 2 h du matin, bing, vous avez un petit accrochage. Votre assureur vous dit, le contrat, il s'arrête le 31 à minuit, et le 1er janvier à 2 h du matin, monsieur, vous n'êtes plus assuré.
Non, là, c'est date d'échéance, c'est fermeture de la bourse plus 30 minutes. Les échéances se font dans les 30 minutes qui suivent en aftermarket. Donc, vous pouvez très bien avoir un prix, vous dire, bah voilà, vous avez vendu un put à 15 $, le prix il est à 15,01, vous dites, je suis passé à côté, c'est super, je ne serais pas assigné. Et puis le lundi matin, enfin, le samedi matin, vous voyez, bing, vous voyez 100 actions sur votre portefeuille. Ah oui, parce que pendant les 30 minutes, peut-être que le prix il est passé, c'est arrivé à José, on a capté à la seconde près. À la seconde près, 30 secondes avant, il n'était pas assigné. 30 secondes après, il n'était pas assigné. Et quand ça a été son tour, il a été assigné. Voilà. Donc, bon, bien sûr, ça arrive quand on est au prix du strike. Hein. Si vous êtes 3 ou 5 $ au-dessus, il n'y a aucun. Si vous êtes à 18 $ et que le strike il est à 15, ça va. S'il est à 14,99, 15,01 ou 15, là, il faut attendre. Vous pouvez très bien passer à côté comme être assigné. Alors, quelle est la quotité d'un contrat d'option? Combien de titres vous contrôlez avec un contrat d'option? 100. En plus, c'est marqué. Donc, voilà. Mais bon, de mémoire, on en parle depuis tout à l'heure. Quand on achète, on contrôle 100 titres. OK, voilà. Donc, alors, pour certains sous-jacents, certains indices, alors je les ai plus, etc. Il y a certains indices. Parfois, c'est 10. OK. Là, récemment, on a eu le cas avec quelqu'un qui a vendu des contrats sur la bourse d'Hong Kong. La quotité, c'était 200. On ne le savait pas. Donc, il a vendu des covered calls avec 100 actions en portefeuille, sauf qu'il a vendu 200. Donc, il y a des moyens de vérifier. OK, en cliquant à un endroit, on vous montre dans l'information, vous cliquez et ça vous dit si c'est 100. Mais normalement, en règle générale, pour ce que nous on fait, c'est 100. Donc, oui, c'est marqué quelque part. Donc, il suffit de cliquer pour aller chercher, mais voilà, vous l'avez. J'avais fini ou pas? Voilà, donc vous avez le droit d'acheter ou de vendre 100 titres. OK. L'assignation, c'est l'obligation du vendeur d'options d'acheter ou de vendre les options, puisque vous avez reçu une prime, donc vous avez une obligation. Là, je vous l'ai mis en dessous, certains sous-jacents ont des multiples différents, 55, 200 sur la bourse de Hong Kong. Donc, si vous voulez faire des actions sur la bourse de Hong Kong, vérifiez bien la quotité des contrats d'options. Donc, achat et vente des contrats d'options. Deux types de contrats d'options, les calls et les puts. Le call est un contrat d'achat et le put est un contrat de vente. Alors, là, c'est un petit peu complexe, je vous l'avoue. Il faut un petit peu de temps pour l'acquérir, mais vous pouvez acheter un contrat d'achat, vous pouvez vendre un contrat d'achat, vous pouvez acheter un contrat de vente et vous pouvez vendre un contrat de vente. Alors, si vous voulez faire impression dans les soirées, dans les dîners en ville, et moi, je fais des options, voilà, j'achète des contrats d'achat, je vends des contrats d'achat, je vends des contrats de vente et j'achète des contrats de vente. Bon. En gros, vous avez vendu un call, vendu un put, acheté un call, acheté un put. Acheter un call, ça veut dire qu'on pense que voilà, on l'achète à 20 et on mise sur 20 plus. Ouais, il faut que ça monte, tout à fait. Vendre un call, on l'achète à 20. Alors, et l'objectif, c'est quoi? La vente de call, la vente de call, on ne l'utilise pas normalement à nu, sauf si on veut cramer le compte de ses clients avec 160 millions de $ derrière. Mais la vente de call s'utilise dans des stratégies. Dans le covered call. Il faut avoir les actions, c'est ce que je disais tout à l'heure. Voilà. Donc le covered call a une utilité dans les stratégies. Mais clairement, ne vendez pas un call à nu. Si vraiment vous voulez. Mais vendre un call, sinon, ça veut dire qu'on a les actions. En portefeuille, ouais. Ouais. Et le résultat, c'est quoi derrière la stratégie? Vous avez l'obligation de délivrer les actions auprès du strike, puisque l'acheteur du put, lui, de l'autre côté, il achète bien le droit d'acheter. Oui. Donc, si lui achète le droit d'acheter, le jour où il vous dit par ici les actions, et avec un prix plus bas, lui. Ça dépend. Toujours risqué, finalement. Donc, il y a un risque illimité sur une vente de call à nu, mais sur une vente de put à nu, le risque n'est pas illimité. Il est incontrôlé, puisque le risque est limité entre le prix du strike et 0. Vous ne pouvez pas faire plus. Un strike, vous vendez un put strike 15, la société dépose le bilan, OK, votre action vaut 0, la boîte n'existe plus. Vous avez perdu 1 500 $ par contrat vendu. Vous ne pouvez pas perdre plus. Alors qu'avec un call, le prix, imaginez, vous avez vendu un call 120 $ sur Nvidia il y a 6 mois. L'action, elle est à 800 $. Il faut acheter à 800 $ pour donner à la personne 120 derrière.
toujours la même chose, c'est comme l'assurance. Donc les calls à nu, les ventes de call à nu, vous oubliez. Les ventes de call, ça sert uniquement dans des stratégies définies. OK? Et là, on s'engage à délivrer des actions alors qu'on détient. Avec un cover call, oui. On va faire un exemple après. Ouais, sur le cover call, on fait un exemple après. Là, c'est un peu intense, mais après, on aura un exemple concret sur le cover call. Je vais vous faire un truc. Non, mais ça va être concret, vous verrez. Vous allez comprendre parce que je vous jure que c'est vrai. C'est simple, les options, c'est simple. Mais oui, au début, il faut cogiter un petit peu. Ouais. Voilà. Alors, l'achat de call vous donne le droit, mais pas l'obligation d'acheter le sous-jacent pendant la durée du contrat. Ça, c'est bon pour tout le monde. OK. La vente de call, ce qu'on vient d'évoquer, vous donne l'obligation de vendre le sous-jacent pendant la durée du contrat en cas d'assignation. Vous avez l'obligation de vendre. Il vaut mieux les actions en portefeuille. Sinon, vous n'êtes pas bien. L'achat de put vous donne le droit, mais pas l'obligation, de vendre le sous-jacent pendant la durée du contrat. Parce que là, c'est bon pour vous? Ça marche. Et la vente de put vous donne l'obligation d'acheter le sous-jacent au prix du strike pendant la durée du contrat. C'est bon pour tout le monde? Pourquoi? Ouais, si vous êtes assigné. Mais imaginez une stratégie où vous vendez des puts avec l'objectif de ne pas vous faire assigner, simplement de récupérer les primes. J'entends bien, je veux dire, mais là, Ça peut être sympa. Le risque qu'on prend, c'est d'acheter les actions. C'est ça, à un prix que vous ne maîtrisez pas. Voilà. Ouais, je me suis fait, je reviens sur Bank of America parce que voilà, je me suis fait assigner en 2022, puisque le marché a perdu 30% entre le 1er janvier et puis le 30 juin. Je me suis fait assigner 15 fois en 2022. Ça ne m'est jamais arrivé. Souvent, j'ai 1, 2, voire 0 assignation dans l'année. Et là, 2022, vu que la baisse a été longue, ben, je me suis fait assigner sur 12 valeurs. Sur les 12 valeurs, il m'en reste 2. Et toutes les valeurs que j'ai revendues, enfin qui sont ressorties de mon portefeuille, sont sorties à 0. Donc j'ai pris la vente de call, j'ai pris la vente de put, je suis sorti à 0. Parfois, même parfois, ça m'est arrivé de vendre. J'avais acheté des actions Strike 40, par exemple. Puis bon, l'action descend, puis après, c'est remonté. Ben, quand je vois qu'elle a une bonne tendance haussière, ben, je ne vais pas la revendre à 40, je vais la vendre à 41, 42. Moi, je prends 100, 200 $, et puis hop, voilà quoi. Donc même en étant perdant au départ, avec du temps, ça c'est relativement important également, c'est qu'avec les options, même si vous êtes perdant à l'instant T, avec du temps, il y a toujours des solutions pour sortir de position. Le seul cas de figure, mais qui est identique avec les actions, c'est que si la boîte dépose le bilan. Vous achetez 100 Air Liquide demain dépose le bilan, vos actions elles valent 0. OK? Les options, c'est pareil. Si demain vous achetez, vous vendez un put et puis que l'action vaut 0, ben, vous avez perdu l'équivalent du strike est de 0. OK? Voilà. Donc le risque, il est identique entre les achats d'options et les actions. Après, il y a effectivement cet effet de bras de levier. Est-ce que je vends un contrat? Est-ce que je vends 2 contrats? Est-ce que je vends un contrat à 15? Est-ce que je vends un contrat à 18? Est-ce que je vends des contrats sur Bank of America, sur Apple, sur Nvidia? Tout ça, ça dépend notamment de la taille du portefeuille. On ne vend pas moi aujourd'hui, clairement, je ne vends pas de put sur Apple. Mon portefeuille, alors je pourrais le faire, hein, si j'appuie sur le bouton, je vais prendre ma prime. Sauf qu'aujourd'hui, dans mon calcul de risque qu'on a défini ensemble pour les formations, aujourd'hui, Apple ne répond pas aux critères pour pouvoir être vendu en tant que put dans un portefeuille de 80 000 $. Voilà. Là, c'est bon, on a fini avec ça? Non, l'assignation, c'est en vente de call et vente de put. Ouais. En achat, vous avez des droits. En vente, vous avez des obligations. Donc, obligation égale assignation si vous êtes dans la monnaie. Alors ça, je ne rentre pas dans les termes dans la monnaie, ça, vous aurez le temps de voir ça. Vous avez tout ça, tous les termes que je vous explique. Vous avez des vidéos sur la chaîne YouTube où je prends un sujet et je développe un sujet. Ça dure entre 5 et 10, 12 minutes pour les concepts un peu plus importants. Mais je vous parle des OTM, je vous parle de la valeur intrinsèque, je vous parle de tout ça. Eh ouais. Alors, le prix d'un contrat d'option est déterminé par plusieurs facteurs, comme bien sûr le prix du sous-jacent. Le prix d'un contrat Bank of America ne va pas être le prix d'un contrat sur Nvidia à 800 $. On est bien d'accord. OK? Vous avez bien sûr la volatilité du sous-jacent. OK? Volatilité implicite également, donc celle de l'action, de l'option. Vous avez la volatilité du marché, le fameux VIX. OK? Donc plus le VIX est haut,
Plus il y a de risques, donc plus il y a de risques, plus les primes sont chères, aussi bien à l'achat qu'à la vente. Vous avez bien sûr les lettres grecques qui interagissent dans le calcul de la prime d'option, donc avec le delta, le gamma, le θ et le vega. Alors on a l'euro qui est un indicateur de taux d'intérêt. Bon, de toute façon, voilà. Alors, je ne connais pas les formules du delta, du θ, etc. Simplement, ça m'est donné sur la chaîne de cotation de la TWS. Et je me sers des éléments qu'on me donne pour choisir. Mais je ne vais pas commencer à calculer le θ, le vega, le machin. On me les donne, voilà. Okay. Bien sûr, le prix de votre contrat a toujours une valeur. Entre l'instant où vous passez votre contrat d'option à l'instant T et la date d'échéance, votre contrat aura une valeur. Supérieure si dans l'achat d'un call la valeur monte, ou inférieure si la valeur chute. Mais jusqu'à la date d'échéance, votre contrat, il vaut quelque chose. Alors, si vous l'avez vendu à 120, il vaut peut-être plus que 5 $, mais il vaut toujours quelque chose. Okay, donc son prix évolue en fonction du marché. Vous aurez toujours le loisir de le fermer si vous le souhaitez. Alors, la chaîne d'options. Donc ça, c'est la chaîne d'options. Je voulais vous la montrer. On va passer puisque j'ai appris, donc je voulais aller sur Freestocks, mais comme j'ai appris ce midi avec Raphaël que vous allez avoir le bonheur d'avoir la TWS, bon bah du coup je vais pas passer de temps là-dessus, ok, parce que bon, je vais vous montrer quelque chose qui ne va pas vous servir, donc ok, autant gagner du temps. Alors, il est quelle heure? J'ai pas l'heure sur moi. Pardon? Il est 16 h, donc il nous reste 1 heure. Donc, je vais accélérer, on se prend une petite pause de 5 minutes, et puis après, on fait le cover call. Ça va être un super truc. OK? Donc, les échéances, vous avez globalement, enfin, vous avez tout le temps le 3e vendredi de chaque mois, c'est l'échéance. Maintenant, sur des valeurs très liquides, où il y a beaucoup de volume, etc., vous avez des échéances en hebdomadaire, ce qu'on appelle également weekly. Donc, tous les vendredis, vous avez un contrat d'options qui arrive. Vous avez des options trimestrielles. Alors, vous verrez avec l'expérience que les mois de mars, juin, septembre et décembre, janvier également, on fait plutôt des bons mois avec les primes d'options. Enfin, nous, en tant que vendeurs, c'est les mois où on gagne le plus. Puis, il y a des mois où, ben voilà, juillet, tout ça, ça paye un petit peu moins août, etc. Voilà. On a également donc, les Long-Term Equity Anticipation Securities. Donc là, ce sont les options qui sont supérieures à 1 an. En gros, vous voulez passer un contrat d'option aujourd'hui, on est 20 mars 24, pardon, et vous voulez acheter un call XY à 2025-2026. Après, vous n'avez pas des options long terme sur tous les sous-jacents, mais parfois, vous pourrez trouver 1 an et demi assez facilement en date d'échéance. Okay, donc ça, c'est ce qu'on appelle l'ellipse. Alors, décision à prendre pour choisir un contrat d'option. Bah oui, parce que bon, maintenant, alors je sais qu'un call, ça fait ça, je sais qu'un put, ça fait ça, je connais le calcul de la prime, machin, donc j'ai fait bien mes devoirs, je maîtrise le truc sur le bout des doigts. La théorie n'a plus de secret pour moi. OK, maintenant, qu'est-ce que je fais et quand? C'est quand même la bonne question. Vous avez beau avoir toute la partie théorie, si vous ne savez pas mettre en pratique, ça ne sert pas à grand-chose. Alors déjà, il faut choisir le sous-jacent. Donc, je choisis le sous-jacent qui est en corrélation avec mon portefeuille. Je me répète, on ne vend pas des puts ou des stratégies avec un portefeuille à 30 000 comme on vend des stratégies avec un portefeuille à $1 million, par exemple, automatiquement. Est-ce que je suis haussier? Est-ce que je suis baissier? Est-ce que je suis neutre? Si je suis neutre, on peut peut-être faire un strangle. Si je suis haussier, peut-être acheter un call. Si je suis baissier, je peux acheter un put ou faire un credit call spread ou faire un debit call spread sur le VIX, puisque ça va monter, enfin à l'envers. On peut faire plein de trucs. Donc voilà. Après, il faut juste les apprendre, mais il y a pléthore de stratégies possibles. Donc, quelle stratégie? Voilà, ça, je viens d'en parler. Le choix des caractéristiques de l'option. Quelle date d'échéance je vais prendre? Est-ce que j'achète court terme? Est-ce que j'achète long terme? Est-ce que je vends court terme? Est-ce que je vends long terme? Ça, c'est en fonction de la volatilité, par exemple. Aussi, quel strike je vais prendre? Est-ce que quand j'achète un call, est-ce que j'achète à la monnaie, c'est-à-dire au prix du sous-jacent? L'action vaut 20 $, j'achète un call 20 $. Ou est-ce que je l'achète à 25? Si j'achète un call 25, je paierai beaucoup moins cher qu'un call 20, parce qu'il faut que l'action elle monte de 20 à 25, donc il faut de l'élan. Est-ce que ça vaut le coup ou pas? Bon, le gars qui avait acheté les options AMC à 5 centimes strike 8, on était à 2 $. Quelle était la probabilité que l'action passe de 2 à 8 $? Honnêtement, on doit pas loin de zéro. L'action est montée à 20 $. Ouais.
Ça arrive pas tous les jours. Hein. Je ne suis pas en train de vous vendre du rêve. Hein. C'est une fois en 12 ans, je vous rappelle. Hein. Donc, voilà. Le nombre de contrats, est-ce que je vends un contrat? Est-ce que j'achète un contrat? Est-ce que je vends 2 contrats? J'achète 2 contrats, etc. Ça, c'est mon portefeuille qui va me déterminer le nombre de contrats que je vais vendre. Et c'est également mon aversion au risque. Quel risque je suis prêt à prendre? Tout à l'heure, rappelez-vous, on avait 2 000 $ d'investissement. Est-ce que j'achète juste un contrat pour contrôler 100 titres à 1,20 $ ou est-ce que j'ai 2 000 $ et j'achète 16 contrats? Après, ça, c'est vous qui décidez. On peut faire les deux. Vous allez choisir quoi? Ça, c'est avec l'expérience et puis les cours qu'on vous donne, vous pourrez choisir ce genre de choses. Est-ce que je mets un ordre au marché, market, limite? Est-ce que je le laisse à la journée? Est-ce que je mets en go to cancel? C'est-à-dire que l'ordre a une durée de vie de 3 mois. Tant que l'ordre n'est pas déclenché, pendant 3 mois, il reste actif. Au bout de 3 mois, s'il n'est pas déclenché, voilà, il faut refaire un. Voilà. Donc, il y a plein de choses comme ça à savoir.